Ça tombe? Ouais. Ok. Tu veux faire un clapito ou pas? Ah, avec la pique. Quelle est sa salona? Ok, ça saluda Clapito. Masterclasso. Paolina. Paolina, parto. Dos. Alors, on est multiculturel. Multicultural. Bonjour, je m'appelle Pauline Beauté et je suis lead designer à Wallaxy. Bienvenue dans la partie 2 de cette masterclass. Dans la présente partie, on s'est penché sur les dark patterns et comment les marques vous manipulent. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Dans ce nouvel épisode, on va se concentrer sur comment utiliser les biais cognitifs et des petites astuces psychologiques pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs et mettre le design au service de votre offre. Par essence, un design ne peut pas être neutre. Il a forcément pour but d'influencer l'utilisateur avec votre produit ou votre service. On l'a vu dans la première partie, le risque est de tomber dans des dark patterns, alors que la conception UX doit mettre l'utilisateur au centre de l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleures astuces pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs et leur permettre de percevoir la valeur de votre produit ou service. Tout d'abord, l'onboarding. Il est essentiel pour maximiser l'activation et la rétention de vos utilisateurs. L'onboarding, c'est tout ce processus pendant lequel votre utilisateur va se familiariser avec votre produit ou votre service au moment de sa première utilisation. Il est donc essentiel de bien travailler ce moment qui est clé pour que votre utilisateur adopte votre produit. Par exemple, avec ce qu'on appelle l'onboarding persona, qui consiste à poser une question à votre utilisateur pour qu'il se segmente. Donc par exemple, on le voit souvent avec la question de l'objectif. Quel est votre objectif en utilisant notre application? Exemple avec Trello qui vous demande qu'est-ce qui vous amène sur l'application, comment allez-vous utiliser l'application. Et en fait, ça va faire appel au fait que les individus, quand ils se fixent un objectif, ils ont tendance à vouloir forcément le remplir. Donc ça va amener vos utilisateurs à revenir sur votre application pour réaliser l'objectif qu'ils se sont fixés. En plus, bonus, derrière, vous récoltez des informations sur pourquoi ils utilisent votre application et derrière, ça peut vous permettre de personnaliser son expérience. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'endowment effect. Ce biais, il explique que les individus ont tendance à accorder plus de valeur à quelque chose s'ils ont l'impression qu'il leur appartient. On le voit souvent par exemple, les applications qui vont vous demander de choisir un pseudo, de choisir une couleur, un nom de team, bref, autant d'éléments qui vont vous permettre en fait de personnaliser votre espace et votre expérience et du coup de vous l'approprier davantage. Par exemple, l'application Notion offre une grande possibilité de personnalisation avec des emojis, pouvoir nommer vos espaces, ranger comme vous souhaitez vos documents. Et tout ça, ça permet de pouvoir vraiment personnaliser votre espace Notion et du coup de beaucoup plus vous l'approprier, d'avoir envie d'y revenir. Donc n'hésitez pas à proposer à vos utilisateurs de personnaliser leur espace pour qu'ils puissent vraiment se l'approprier. On continue avec le progressive disclosure, le fait de dévoiler progressivement. On est souvent tenté de vouloir tout de suite montrer toutes nos fonctionnalités à notre utilisateur, parce qu'on a très vite envie qu'il puisse voir tout ce qu'on peut faire avec notre outil, toutes les fonctionnalités qu'on a à lui proposer. Mais le risque, c'est qu'en fait, il soit submergé par toutes ces fonctionnalités et toutes ces informations, et que déjà, il n'en retienne aucune et qu'il ne sache même pas comment les utiliser. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de faire un dévoilement progressif de vos fonctionnalités. Un exemple d'un domaine qui le fait très bien, c'est les jeux vidéo. Typiquement, dans les jeux vidéo, on va pas d'un coup vous expliquer toutes les manips. On va d'abord vous expliquer comment accéder à votre inventaire, comment aller interagir avec un personnage sur la map, comment changer d'arme. On va, au moment où vous allez en avoir besoin, vous expliquer les manips, les fonctionnalités. Et bien en fait, c'est pareil avec votre produit, service, application, peu importe. Il faut que vous dévoiliez progressivement les fonctionnalités avec lesquelles vos utilisateurs vont pouvoir jouer. Ça va permettre que déjà, ils puissent les comprendre progressivement, les tester et pouvoir du coup les retenir et les réutiliser. Un exemple d'une application qui utilise ce principe, c'est Tinder. Tinder, quand vous commencez à utiliser leur application, il va pas directement vous dévoiler toutes les fonctionnalités. D'abord, il va vous montrer que vous pouvez swiper. Ensuite, vous allez avoir le super like. Et en fait, progressivement, au moment où vous en avez besoin, il va vous dévoiler les fonctionnalités. Ce qui fait que vous n'êtes pas directement submergé avec toutes les fonctionnalités. C'est un très bon exemple à suivre. Ensuite, nous avons toutes les règles liées à la hiérarchie visuelle. L'idée globale, c'est de vraiment mettre à disposition toutes les informations pour votre utilisateur. Tout d'abord, nous avons la loi de Hick. Si je vous montre cette télécommande, normalement, elle vous est assez familière, une télécommande assez classique, mais ce qu'on remarque très vite, c'est qu'il y a beaucoup d'options. Il y a fort à parier que votre télécommande, vous l'utilisez principalement pour allumer la télévision, l'éteindre, changer de chaîne et changer le volume. Mais la plupart des autres boutons, personne ne les utilise. Et bien, la loi de Hick vient justement nous montrer à quel point il est important de juste mettre les options les plus utiles pour vos utilisateurs et que ça sert à rien de les submerger de plein d'options. Plus vous allez mettre des options à vos utilisateurs, plus ils vont mettre du temps à prendre une décision et plus ça va représenter une charge cognitive importante. Donc en fait, juste vous leur compliquez la vie. Donc vraiment, si vous voulez aider vos utilisateurs, limitez vos options. En général, on conseille de ne pas avoir plus de 2 ou 3 options. Au-delà, on augmente tout de suite le temps de décision et la charge cognitive. Exemple, si je vous montre le moteur de recherche Yahoo et le très célèbre moteur de recherche Google, qui du coup s'est uniquement concentré sur le fait qu'on est là pour faire une recherche, on n'est pas là pour avoir les dernières news, lire des articles. Non, le but c'est faire une recherche, donc c'est la seule option possible sur leur interface. Ensuite, nous avons la loi de Fit.
qui nous explique que l'endroit où on place nos éléments a vraiment une importance. En gros, un élément, plus il va être proche de nous et plus il va être gros, plus ça va être facile d'interagir avec. Qu'est-ce que ça donne dans le digital? Bien notamment un enjeu dans le mobile. Maintenant, on a des smartphones qui sont tellement grands qu'on ne peut pas forcément atteindre tous les espaces du téléphone avec nos mains. Et donc, il y a vraiment un enjeu à placer les éléments avec lesquels vous souhaitez que vos utilisateurs interagissent le plus aux endroits les plus appropriés. Vous pouvez voir un exemple ici. On a plus de facilité à accéder au bas de l'écran, donc il sera plus pertinent de placer les éléments avec lesquels vos utilisateurs vont interagir souvent en bas de l'écran. iOS a très bien compris avec leur mise à jour où ils ont changé l'emplacement de leurs notifications qui auparavant étaient au milieu de l'écran et maintenant ils les ont placées en bas de l'écran pour que du coup les utilisateurs puissent aller plus facilement interagir avec leurs notifications. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle l'effet de singularité. En fait, les individus ont tendance à être plus empathiques avec un individu identifié plutôt qu'avec un groupe d'individus abstraits. Un exemple que j'aime bien, c'est celui du Titanic. Si je vous dis que 1500 personnes sont décédées dans le naufrage du Titanic, vous n'aurez pas autant d'empathie que quand vous avez vu Jack mourir dans le film Titanic. Pourquoi? Parce que du coup, ces 1500 personnes, vous les connaissez pas, elles sont très abstraites, alors que Jack dans Titanic, vous savez qui c'est, vous connaissez ses émotions, sa vie, et donc vous allez être beaucoup plus en empathie avec lui. Et ben en fait, c'est ça l'effet de singularité. LinkedIn le fait très bien. Par exemple, quand il vous demande si vous acceptez d'activer les notifications lorsque quelqu'un vous envoie un message, plutôt que de vous l'envoyer de manière random à un moment en mode « Hey, est-ce que tu veux activer les notifications quand tu reçois un message ?» Déjà, il le fait au bon moment, c'est-à-dire au moment où vous êtes sur une conversation, et il va identifier la personne avec qui vous êtes en train de parler. Imaginons, vous êtes en train de parler avec Bill Gates, vous êtes déjà plutôt quelqu'un de chanceux, et à ce moment-là, en fait, LinkedIn va vous dire « Est-ce que vous souhaitez recevoir une notification lorsque Bill Gates vous répondra ?» Et en fait, en identifiant une personne, il va vous rendre plus empathique et plus enclin à vouloir activer la notification, parce que ça va faire beaucoup plus sens à ce moment-là pour vous. Vous allez être en mode « Ah bah oui, effectivement, quand Bill me répond, j'aimerais bien recevoir une notification. » Donc voilà un bon usage de l'effet de singularité. Ensuite, un biais cognitif que j'adore, c'est le labor illusion. Le labor illusion, il se base sur le fait que les individus ont tendance à accorder plus de valeur à quelque chose s'ils en perçoivent le travail qu'il y a eu derrière et les efforts nécessaires. Ce biais cognitif est aussi connu sous le nom de Kayak Effect, en référence à la plateforme de réservation de voyage qu'il a utilisé. Kayak, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allongé leur temps de chargement pour justement donner l'effet qu'on est en train de chercher pour vous la meilleure offre, le meilleur vol, et vraiment renforcer tout cet effet et le travail que ça représente derrière pour que vraiment vous accordiez plus de valeur aux résultats qu'ils vous proposent. D'une manière générale, n'hésitez pas à utiliser les temps de chargement à votre avantage. Par exemple, Uber Eats l'a très bien compris. Ils ont rajouté un écran de chargement au moment où vous cliquez sur passer la commande qui a un temps de chargement fictif. Au final, vous pourriez directement cliquer sur passer la commande et que votre commande soit passée. C'était le cas au début. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des utilisateurs qui cliquaient trop vite et qui du coup ensuite voulaient annuler leur commande ou qui avaient fait livrer à la mauvaise adresse. Du coup, ils ont rajouté cet écran de chargement un peu fictif pour justement donner l'impression que hop, là, votre commande, elle va être passée. Hop, est-ce que tu veux encore l'annuler? Est-ce que c'est livré au bon endroit? Bref, ils l'ont totalement utilisé à leur avantage. Enfin, pour terminer, nous avons le aha moment. C'est quand votre utilisateur réalise la valeur de votre produit. C'est vraiment un moment crucial où pour la première fois, votre utilisateur va comprendre l'intérêt de votre produit et pourquoi il doit l'utiliser. Par exemple, le aha moment de Uber, c'est trouver une course en quelques minutes. Celui de Netflix, c'est trouver un contenu à regarder entre 30 et 90 secondes. Et celui de Airbnb, c'est d'effectuer une réservation pour la première fois. Il est donc vraiment important d'identifier le aha moment de votre produit ou de votre service pour le faire vivre à votre utilisateur. On a eu plusieurs astuces aujourd'hui, mais il en existe plein d'autres que vous pouvez également utiliser. En tant que UX designer, il est primordial de mettre le bien-être de votre utilisateur au centre de votre réflexion. Ça va vraiment permettre de créer un lien de confiance. Plus votre utilisateur aura une bonne expérience avec votre produit ou votre service, plus il aura envie d'y revenir et plus ça va vraiment créer un lien de confiance avec votre client.